Chacun se déplace. Mali, 11 janvier 2013. La France, à la demande des autorités maliennes et de l'ONU, lance ce qui allait être la plus grosse opération hors coalition depuis la fin de la guerre d'Algérie. L'opération Serval, du nom de ce petit félin du Sahel. Serval, plus de 4500 hommes et femmes déployés. Leur mission, mettre un coup d'arrêt aux offensives des terroristes, rendre son intégrité territoriale au Mali et assurer la sécurité des 5000 ressortissants français. L'opération Serval, c'est à la fois une formidable campagne aéroterrestre, un immense défi logistique et une incroyable manœuvre interarmes. Retour sur le terrain, avec les forces terrestres, avec la brigade Serval armée par la 3e brigade mécanisée, la brigade Montsabert. Sa devise, un seul but, la victoire. En 2012, des groupes terroristes prennent le contrôle du nord du Mali. Ils imposent dans les villes conquises la charia comme seule et unique loi. Le 5 janvier 2013, coordonnant leurs efforts, ces groupes lancent une vaste offensive. Une centaine de pick-up lourdement armés foncent vers le sud. L'armée malienne, dépassée, submergée par le nombre, se replie. La ville de Konna tombe le 10 janvier à 16 h. Pour les rebelles, la route de Bamako est ouverte. Rien ne semble pouvoir les arrêter. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. La déclaration du président ouvre alors la voie aux forces spéciales. En tête, les aéronefs de leur 4e régiment d'hélicoptères. La colonne de pick-up est stoppée. Aux commandes de sa gazelle, le lieutenant Damien Boiteux est touché. La France vient de perdre son premier soldat au Mali. Dans la nuit, les premiers bombardements commencent. La campagne aérienne est commandée au début à partir de N'Djamena, puis depuis la France du poste de commandement de Lyon-Montverdun par le général Borel. Guidés par un avion de la Marine nationale de type Atlantique II, les avions de chasse de l'armée de l'air lancent leurs bombes sur les colonnes de véhicules et sur les bases arrière des terroristes. Malgré ce bombardement, la ville de Diabali tombera le 14 janvier. Mais cette victoire sera leur dernière. Les forces françaises prépositionnées au Tchad et en Côte d'Ivoire se mettent en alerte. À Bamako, la capitale malienne, les marsouins des 2e et 21e régiments d'infanterie de marine et les légionnaires du 1er étranger de cavalerie sont arrivés et s'apprêtent à entrer en guerre. Ensemble, ils forment une entité propre, appelée GTIA, le GTIA numéro 1. On monte un peu en pression au niveau d'un déploiement éventuel. Donc on m'a demandé de me tenir prêt avec ma compagnie, être déployé sur très court préavis. Donc c'est pour ça que vous voyez toutes les sections, tous les marsouins en train de se préparer, leur musette est prête et au claquement de douane est prêt à être déployé sur le terrain. Alors je commande une compagnie d'infanterie, donc ce sont des combattants spécialistes du combat soit embarqués sur véhicules blindés ou soit du combat débarqué, du combat de rencontre sur le terrain. L'opération Serval doit relever son premier défi.
Il lui faut mettre en place une force d'intervention autonome d'une importance rarement égalée pour mener une action offensive dans les délais les plus brefs. C'est un ballet aérien incroyable qui se joue alors dans la capitale malienne. Ouais. Des avions de transport tactique et stratégique en provenance de métropoles et de nos bases africaines se croisent. Les uns après les autres, ils déposent hommes et matériel. Et en France, l'alerte Guépard est déclenchée. Le Guépard, c'est le dispositif d'alerte de l'armée française. Il permet de déployer dans des délais courts une force d'intervention complète et autonome dès qu'une crise survient quelque part dans le monde. Dans ce cas, il est principalement composé de la 3e brigade mécanisée de Clermont-Ferrand, renforcée d'unités de la 9e brigade d'infanterie de marine, de la 11e brigade parachutiste et de la brigade de renseignement. À Toulon, les chars AMX 10 RC du RICM et les véhicules blindés de combat d'infanterie du 92e régiment d'infanterie embarquent à bord du bâtiment de projection et de commandement d'Ixmude de la Marine nationale. Les militaires de l'armée de terre vont mettre 10 jours pour rallier Dakar, première étape avant de rejoindre le Mali. Ces unités composent un groupement tactique interarmes aux ordres du colonel Baer, le GTIA numéro 2. Ces GTIA sont des regroupements d'unités au savoir-faire complémentaire autour d'un régiment qui en est le noyau. Le GTIA 1, commandé par le colonel Gèze, est déjà sur le sol malien. Le GTIA numéro 3, principalement armé par le 1er régiment d'infanterie de marine et commandé par le colonel Goujon, est acheminé par voie aérienne et prépositionné à Niamey, au Niger. Enfin, le GTIA numéro 4, le bataillon parachutiste aux ordres du colonel Desmeules, est quant à lui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les légionnaires parachutistes du 2e REP forment l'ossature de ce GTIA. À ces 4 GTIA viennent s'ajouter les aéronefs du GAM, le groupement aéromobile aux ordres du colonel Gou, chef de corps au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Dans le même temps, sur l'aéroport de Bamako, de jour comme de nuit, les avions de chasse croisent les avions de transport. Le défi logistique de Serval se réalise. Une antenne chirurgicale aéroportée rejoint Bamako et s'y installe. Cet hôpital de campagne ultramoderne est déployé en une nuit. Là, actuellement, nous avons trouvé un local qui convient à l'installation d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance post-interventionnelle, d'une salle de déchocage et d'un local hospitalisation. Et nous sommes actuellement en train de gréer ces locaux avec la priorité qui est de gréer un bloc opératoire en autonomie, capable de recevoir un premier blessé. Une dizaine de pays alliés apportent leur soutien à des niveaux divers. Parmi eux, la Belgique engage 2 hélicoptères qui réaliseront de nombreuses missions de soutien sanitaire tout au long du mandat. Les 2 ici, c'est celle du 39. Mais cette période est marquée par l'arrivée des premiers éléments de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, composée d'une quinzaine de pays d'Afrique avec comme premier pourvoyeur d'hommes le Tchad, dont le contingent atteindra 2400 hommes. Et pendant que les forces spéciales continuent leur travail de neutralisation de l'adversaire, les Rafales, Mirage 2000D et F-1CR de l'armée de l'air bombardent des positions ennemies jusque dans leur base arrière. Combien de temps encore? 7 secondes. Impact. Je tombe des chambliers. La situation se stabilise et une première priorité se dégage. Sécuriser la ville de Markala, véritable verrou sur le fleuve Niger. Le 16 janvier, la brigade Serval se lance dans la bataille. Un sous-groupement tactique du 21e RIMA rejoint ce point hautement stratégique. Le renseignement parle d'1 millier de rebelles. L'opération est à haut risque. Les marsouins prennent position de part et d'autre du fleuve Niger, bien décidés à stopper toute tentative d'incursion rebelle. Mais l'ennemi refuse l'affrontement. Le GTIA numéro 1 recevra donc l'ordre de se remettre en route
et de reprendre la ville de Diabali. Le 17 janvier, la mission est remplie, Diabali est libéré. Le 21 janvier, le poste de commandement de la brigade Serval arrive à Bamako avec son chef, le général Barrera. Rapidement, une évidence apparaît à l'état-major de la 3. Il faut lancer une action sur la ville symbolique de Tombouctou. Ce sera l'opération Oryx. On va partir de Bamako, on va arriver à Ségou, 235 km. Les marsouins du GTIA numéro 1, guidés par les hélicoptères du GAM, s'apprêtent à réaliser un raid de 1000 km à travers le désert malien. Les hommes et les véhicules vont souffrir dans un pays 2 fois plus grand que la France. Et la première problématique rencontrée sera la logistique. Sur une longueur égale à la distance entre Lille et Marseille, le ravitaillement en vivres, pièces mécaniques et carburant va peser lourd sur la réussite de cette opération. Le bataillon logistique va réaliser cet exploit, le service des essences en particulier. Pendant toute la durée des opérations, en tout lieu et en tout temps, il assure avec brio cette mission pourtant complexe. Pour éviter la rupture, il lui faut acheminer depuis Bamako le précieux carburant vers les lignes de front. Pendant que la colonne, aux ordres du colonel Geiz, fonce vers Tombouctou, depuis Paris, le Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, décide de mener une deuxième opération combinée, la prise de la ville de Gao, à 500 km plus à l'est. Une colonne blindée fonce vers la ville. En l'air, les soldats du 1er régiment de chasseurs parachutistes, les Rapaces, s'apprêtent à effectuer un posé d'assaut sur son aéroport. Malgré quelques brefs accrochages avec les arrière-gardes terroristes, l'aéroport est saisi et la ville est rapidement reprise. L'ennemi laissera dans sa fuite beaucoup d'armement et de matériel. Mais les nouvelles de Tombouctou ne sont pas bonnes. Le général Barrera ordonne alors au GTIA 1 d'accélérer. Il craint en effet d'arriver trop tard et décide une action combinant simultanément un raid blindé et un parachutage. 7h à 10h, on s'empare des bâtiments, on fouille les bâtiments et on installe un dispositif de contrôle de zone. Terra 2. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les légionnaires du 2e REP préparent donc cette opération aéroportée dont l'ampleur n'a plus été vue depuis le saut sur Kolwezi en 1978. Hauteur, 300 mètres. Sortie collective, un seul passage. Embarquant à bord des avions, les parachutistes du colonel Demeule s'apprêtent à être largués sur le sol malien. Le GTIA 4 saute le 27 janvier à 23h sur les abords nord de Tombouctou, pendant que les blindés du GTIA 1 s'emparent de l'aéroport. La manœuvre est parfaite. Là encore, l'ennemi pourtant présent le jour même prend la fuite. La nouvelle se répand dans la population. Les Français sont là. Sous les applaudissements, les soldats du bataillon Geiz entrent en libérateur dans la ville. Avec la prise de ces 2 villes que sont Gao et Tombouctou, l'emprise française sur la boucle du Niger se renforce. Il s'agit maintenant de s'implanter et de créer une vraie ligne de défense contre toute attaque des terroristes. Allez, si Papa 4 reçu, pour nous on reste en surveillance sur le même objectif. À Gao, les hommes du 1er RCP sécurisent l'immense plateforme aéroportuaire où le poste de commandement G08 de la 11e brigade parachutiste s'installe. Mais des poches de rebelles subsistent et les mortiers de 81 mm entrent en action pour rappeler que la force est présente en ville. Sur les rives du fleuve Niger, les cavaliers du 1er REC ont quant à eux déployé leurs chars Saguet en observation, prêts à stopper toute contre-offensive des rebelles. À Tombouctou, le contrôle de zone commence. Il s'agit d'assurer autour de la ville une bulle de sûreté
où le ravitaillement et la préparation des opérations pourront se réaliser sans risque d'attaque terroriste. Un nouveau pont aérien doit être mis en place. À Abidjan, des sapeurs du génie embarquent avec un bulldozer dans un avion Hercule. On a dit on est 20 degrés droite de dérive, ça fait un 2,95. Ils sont parachutés sur l'aéroport de Tombouctou. Chef largeur, chef de saute, une charge larguée. En une journée, la piste de 2050 mètres est déblayée et réouverte. Dès le lendemain, le chef d'état-major des armées, l'amiral Guillot, accompagné par le commandant opératif de l'opération Serval, le général de Saint-Quentin, l'inaugure. Chapeau pour votre état d'esprit, pour votre résistance, parce que je sais que vous étiez en fin de séjour au Tchad. Vous êtes reparti directement. Et puis, chapeau, parce que tout ça, c'est bien pour le succès des armes de la France. On continue comme ça. Merci, messieurs. Laissée en partie détruite par les rebelles, la ville ne dispose plus d'eau ni d'électricité. Les hommes de la brigade tentent de résoudre ce problème. Il s'agit de remettre en place un dispositif de production d'eau pour la force. Et donc à cet effet, il nous faut trouver la pompe et s'assurer de sa remise en fonction. C'est possible. Hein. On va chercher. Maintenant, faire l'analyse de l'eau là-dessus. De toute façon, c'est de l'eau. Mais la voie du ciel reste la première des réponses à la question du ravitaillement. Que ce soit par parachutage ou grâce aux liaisons aériennes, les personnels du 1er régiment du train parachutiste et de l'armée de l'air s'affairent jour et nuit pour préparer et acheminer sur les lignes de front les vivres, munitions et matériels nécessaires à la réussite de la mission. Quatre jours après, les présidents français et maliens se rendent à Tombouctou, une ville meurtrie, mais en fête. Vous avez conduit des opérations avec une technicité, une prouesse admirable. Je pense notamment à ce qu'a été le parachutage sur cet aéroport à Tombouctou. Le président profite de quelques minutes en aparté avec les chefs militaires pour confirmer ses ordres. Il faut traquer les rebelles et les détruire. Pendant ce temps, au Sénégal, les éléments français partis de Toulon ont accosté à Dakar. C'est après un raid de 2500 km en traversant 2 pays que les soldats du GTIA numéro 2 rejoignent Bamako. Les fantassins et les marsouins ont hâte d'entrer en action. Mais Bamako n'est qu'une étape. Ils ne disposent que de 24 heures pour se mettre en ordre de combat et rejoindre Gao. Ils y sont rejoints par le GTIA 3 qui, par la route, a quitté le Niger. Et la traque doit continuer. Le mouvement va donc s'accélérer. Les paras du 1er RCP viennent renforcer les 1000 soldats tchadiens déjà présents dans la ville de Kidal. Mais il faut aller encore plus au nord. Précédés par les forces spéciales, une cinquantaine de paras effectuent donc pour la 3e fois de leur mandat un posé d'assaut dans le village de Tessalit. Et le 8 février au matin, un élément du GTIA 3 rentre dans le village, après avoir effectué à marche forcée le trajet depuis Gao en 3 jours. Le lendemain, les hussards du 1er RHP s'emparent de la ville de Ménaka, en pleine zone rebelle. Ils seront bientôt relevés par les fantassins du 126e RI. Pour mener à bien ces opérations, les moyens de commandement de la brigade Serval vont en permanence se déplacer au rythme des unités et de l'actualité opérationnelle. Dès son arrivée sur le sol malien, le poste de commandement de la 3e brigade mécanisée s'implante à Bamako, où il cumule les rôles de PC de brigade et de commandement de la composante terre. Le 24 janvier, un PC dit avant bascule dans la ville de Sévaré, depuis laquelle il commande la saisie de la ville de Tombouctou. Il s'y installe le 28 janvier. 24 heures après la prise de Gao, le PC G08 de la 11e brigade parachutiste va quant à lui s'installer sur l'aéroport. Pendant ce temps,
le PC principal prépare son transfert à Gao. Le 12 février, le PC G08 est aérotransporté à Thessalite pour prendre le commandement ponctuel des opérations dans l'Adrar. 12 jours après, le général, accompagné d'un renfort d'officiers du PC principal, quitte Gao et rejoint Thessalite pour commander les opérations dans le nord. Cette délicate manœuvre de déplacement des moyens de commandement sera sous la responsabilité du colonel Minju Larey, qui assurera avec audace et brio ce travail méticuleux. Mais cette grande mobilité des moyens de commandement entraîne de conserver, quoi qu'il arrive, et sans jamais rompre les liens, une chaîne de communication efficace. Entre les différentes entités, des distances importantes allant jusqu'à 1200 km. Et ce sont les transmetteurs de la 3e compagnie de commandement et de transmission qui réalisent ce challenge. Tout au long de cette campagne, au plus près des états-majors de l'avant, les CCT des 3e et 11e brigades veilleront sans relâche sur les capacités des chefs à commander les unités au combat, aidés par le groupement du 28e régiment de transmission et le PC aéromobile du 53. À Gao, un terroriste fait exploser la charge qu'il porte sur lui, tuant un soldat malien. Le 10 février, les rebelles s'infiltrent dans la ville et se retranchent dans le commissariat. De violents combats ont alors lieu dans tout le quartier, et en particulier dans la zone où logent les journalistes occidentaux. Au cours de l'opération, la brigade connaît ses 2 premiers blessés, qui sont immédiatement pris en charge. 2 décisions vont alors être prises pour desserrer la pression que les rebelles maintiennent sur la force. Le lancement de l'opération Hérisson, dont le but est d'étendre le périmètre de sécurité autour des bases françaises, et le lancement de l'opération Python dans la région de Bourem. Cette ville est un véritable nœud routier où la force ne s'est pas encore rendue. Le 92e ERI et ses VBCI sont cette fois au premier rang dans l'action. En 48 heures, la ville est atteinte et les Gaulois du régiment d'Auvergne savourent pour la première fois l'accueil plus que chaleureux de la population. Nous avons un accueil absolument magnifique par la population qui est heureuse de nous voir arriver, de se sentir ainsi libérée des contraintes qui pesaient sur elle. Et nous avons à chaque fois des entretiens très, très constructifs et intéressants avec cette population justement et puis avec les différents responsables locaux. Je vais prendre mon radio, je vais aller faire un point sur la zone de fouille, parce que Charbonnier me demande de donner les coordonnées exactes. Oui. Autour de la ville, les militaires français se lancent dans des fouilles minutieuses. Donc on a retrouvé 6 obus de 122 mm russes qui ont été trafiqués, c'est-à-dire qu'ils ont changé le système d'amorçage avec un détonateur électrique et une bouteille de gaz également trafiquée. On peut très bien envisager d'utiliser ce matériel soit sous forme d'IED, d'engin explosif improvisé, ou sous forme de human bomb. Ces munitions sont immédiatement détruites par les sapeurs de marine du 6e régiment du génie. Ce massif est réputé pour être un sanctuaire ennemi. Il y a 2 jours, ça tiquait au sud de ces positions-là. GCP. À Thessalite, une autre opération d'envergure démarre. Il s'agit d'aller débusquer les rebelles dans leur forteresse naturelle, le massif de l'Adrar des Iphoras. Des reconnaissances sont menées vers le massif montagneux par les blindés et les parachutistes du GTIA numéro 4, qui ont entre-temps rejoint Thessalite. Des cartons, une petite cantine, jerrycan essence. Les caisses métalliques qui sont sous les tentes, ça allume aussi. D'accord, il y a quoi dans les caisses en métal? Mais c'est à lui, mais c'est pas ce qu'il y a dedans. Ces opérations porteront le nom de Panthère. L'adversaire, comme à son habitude, ne se montre pas. Mais l'importante présence de bivouacs, d'armements divers et de personnes suspectes dans la zone laisse présager de futurs affrontements. Et le 19 février au petit matin, les commandos parachutistes se retrouvent sous le feu des rebelles, dans la vallée de la Metetai. Le sergent-chef Harold Vormesel du 2e REP est mortellement touché. Les chars du 1er IMA, appuyés par des hélicoptères Tigre du GAM, ripostent avec précision sur les positions rebelles,
les réduisant au silence. Le ton est donné. Les terroristes sont bien présents dans l'Adrar et présents à en découdre. L'objectif pour le moment, c'est d'arriver entier, complet, sans panne, sans casse, sans loose topo, dans la région d'Anefis ce soir, de prendre les ordres et ensuite de relancer l'action là où le général décidera de nous envoyer. La brigade va alors se réorganiser sans laisser le temps de souffler aux rebelles. Alors que les parachutistes du 1er RCP viennent renforcer le GTIA numéro 4, le GTIA numéro 3 monte quant à lui vers le nord. Pour le commandement de Serval, la volonté est claire. Le donjon, surnom donné au massif, doit tomber. À Gao, le 21 février, la situation va basculer d'un seul coup. Une vingtaine de kamikazes s'introduisent dans la ville et engagent le combat avec les forces maliennes du colonel-major Dakko. Le GTIA numéro 2, avec les VBCI du 92e RI, rejoint le centre-ville et la zone des combats. Parti les Rix. Vous n'avez pas vu passer? Je te suis, hein. On a mis son temps, Il y en a un qui sort, deux qui sortent. Deux qui sortent avec moi qui m'appuient. Pour percer les larges murs du bâtiment où se sont retranchés les terroristes, les Français tireront aux lance-missiles RX et aux lance-roquettes AT4. Après plusieurs heures d'affrontement, la situation semble se calmer. On se met en ligne, en colonne, le long du char. Ok? Appui mutuel, on se mettra en ligne le long du muret là-bas sur la gauche. Ok? Allez, en avant! C'est bon? Je traverse. Feu! Allez, go, 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 go! 600! Mais le danger reste présent. Un homme sur une moto a en effet été abattu alors qu'il tentait de faire exploser une bombe au milieu des lignes françaises. Est-ce que tu vois ce qui se passe en fond de tableau, là, dans la petite trouée entre les tôles et puis les premières maisons là. La charge qu'il portait est immédiatement sécurisée par les sapeurs du génie. Maintenant, c'est quoi exactement? Regardez, ça c'est de l'explosif artisanal avec des billes. Ça c'est de l'explosif fondu militaire. Et puis ça, j'imagine qu'il y a... Quoi? Ouais, il y a ça en fait. Malgré quelques accrochages dans l'après-midi, la bataille est gagnée. On maintient vraiment un dispositif de sûreté à 360 degrés, parce qu'on est sûr de rien. Et pour ça, on va vraiment s'appuyer sur le renseignement que les Maliens pourront nous procurer. On dénombrera une vingtaine de morts du côté rebelle, contre 8 blessés dans les rangs franco-maliens. L'ennemi vient de subir un sacré revers. Est-ce suffisant pour entamer sa détermination? Comme pour les Français à l'ouest, les Tchadiens viennent d'affronter les rebelles à l'est, un affrontement d'une grande violence. En une seule journée, les forces tchadiennes ont 26 morts et 68 blessés. Ils sont pris en charge par les personnels de la chaîne médicale française. Vous allez avec les premières CP. Au fur et à mesure, ils nous basculeront des patients dans la tente. Ok. C'est ceux qui ont besoin d'un avis. D'accord, on a la première tente. Et on se remet comme attention. Dans le ventre, t'as rien, hein? Là, ici. Toute la nuit, les hélicoptères de groupement aéromobile transportent les blessés. Et si tu veux continuer à parler, c'est très bien, ok? Ça veut dire que tu vas bien, d'accord? Le plan Mascal, dispositif mis en place lors de pertes massives, est déclenché. Cette nuit et la journée qui suivra
seront les plus sombres de l'opération Serval et marqueront tous les combattants. Particulièrement les personnels du service de santé qui ont soigné les blessés sans jamais s'arrêter. Malgré leurs pertes, nos alliés n'ont pas démérité. 90 terroristes sont tués et 23 sont faits prisonniers. La réaction de la force va être immédiate. Le général Barrera a rejoint le poste de commandement nord à Thessalite, accueilli par les colonels Vandenest et de Berthier. Une opération qui allait devenir l'une des plus importantes réalisées par la brigade Serval s'apprête à débuter. Donc ce briefing est centré sur Panthère 3. Vous avez ici les chefs de corps en première ligne, donc Demeul, Goujon et Gou. Rien ne sera laissé au hasard. Qui ne rentre pas pour l'instant dans le cadre. Ouais, pour l'instant on est sur la partie nord. Les reconnaissances sont nombreuses. 1600 c'est le plus gros, oui. Et le verrou nord il est derrière la tâche qu'on a au plus près. Les différentes unités se mettent en place autour du massif des Adrars, prêtes à fondre sur les rebelles. Tandis que 2 éléments pousseront les rebelles vers le centre de la vallée, avec le GTIA numéro 3 à l'ouest et les forces armées tchadiennes commandées par les généraux Bikimo et Déby à l'est, le GTIA numéro 4 interviendra à pied par les crêtes du nord. Au matin du 26 février, l'ensemble des unités s'engagent dans la bataille. À l'est, les Tchadiens sont immédiatement pris à partie. À l'ouest, les Marsouins s'engagent eux aussi dans la vallée au petit matin. Limite devant. Courbe. Oui. Dogia. Fanny, tu t'en as marre derrière moi. Oui. Allez les gars, ça percute les enfants, allez en avant. En début d'après-midi, c'est le contact. Chacun se déplace. Chacun se déplace. Gong, tu redescends, tu te déplaces sur la gauche, d'accord? L'ennemi est solidement retranché et les balles sifflent au plus près des hommes. Allez, tu me la fais chanter. Attention, devant toi, il y a le caillou devant toi. Ok, c'est bon. Oxygène, et après on balance 2 dans la fumée mais on explose. Ok, ça marche. Ah bien, touche ta grenade. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti, c'est bien. Allez. Tu y désignes le secteur. LGI, 2 grenades. Explose. Allez, deuxième, en avant. L'ordre est donné aux mortiers et aux 2 canons César qui viennent tout juste de se déployer après un raid de 500 km, de tirer une salve de 12 obus sur les positions rebelles. Les tirs des Bigorres du 11e Rama touchent leurs objectifs, mais le combat continue. Dans la végétation qui recouvre la vallée, l'ennemi est bien camouflé. Les avions de chasse larguent leurs bombes GBU de 250 kg sur les positions terroristes. Le verrou occidental de la Mététaille mettra 3 jours à céder. Au cours de cette manœuvre, l'intervention des appuis de l'artillerie, des hélicoptères et de l'aviation est facilitée par l'utilisation d'équipements de nouvelle génération. Les moyens de numérisation du champ de bataille accélèrent en effet la circulation des informations entre les premières lignes et les PC et permettent une efficacité accrue pour manœuvrer, identifier et détruire les cibles adverses. Au nord, les parachutistes se lancent eux aussi à l'assaut. Toute la journée, sous une chaleur étouffante bien supérieure à 40 degrés, avec pour certains jusqu'à 60 kg de matériel sur le dos, les soldats évoluent à pied dans ce qu'ils finiront eux-mêmes par appeler l'enfer des Adrars. Les nuits sont froides dans le désert et les écarts de température importants. Après une courte nuit de repos, à l'aube, les hommes reprennent leur difficile évolution. Chaque rocher peut abriter un poste de combat et la progression est lente. Mais l'ennemi est bien là.
Les légionnaires repèrent en effet une série de postes de combat, abrités dans des pitons rocheux. C'est la puissance de feu des blindés, de l'artillerie, des hélicos et des chasseurs de l'armée de l'air qui détruisent ces positions. Position actuelle. À quelques kilomètres de là, les paras du 1er RCP évoluent en parallèle des légionnaires. Les journées du 28 février et du 1er mars sont identiques. Concrètement, l'ennemi est au milieu de votre dispositif. Négatif. L'ennemi il est à 50 mètres, il se déplace devant mon dispositif. Dans une chaleur étouffante, les compagnies d'infanterie font sauter les positions des rebelles les unes après les autres. Affirmatif, hein, pour l'instant JTAC en déplacement pour trouver bonne position. Donc n'hésitez pas, vous avez un avion à votre profil, tire pour vous sur toutes les planètes. Ouais, Syrah bien pris. Concernant la situation du blessé, il est en train d'être évacué vers l'arrière. Un peu plus tôt, au cours de cet accrochage, un légionnaire a en effet été blessé. La balle a ricoché contre sa lunette de visée. Le 2 mars, les parachutistes sont tout près d'atteindre leur objectif. Mais un piton rocheux se dresse face à eux, véritable bunker naturel. Est-ce que tu vois des mouvements au niveau de l'impact? À l'intérieur, un groupe de rebelles est solidement retranché. Les gars, il y a des éclats, faites gaffe! Il y a un tireur à gauche, c'est sûr. Granit, ils ont été pris à partie, Granit. Génie a été pris à partie. Ok, là, chantez, Gigi! Alors, il y a des tirs actuellement. Mettez tout ce que vous pouvez, rapidement! Il me faut la minimi, il faut intensifier le feu! Il faut intensifier le feu! Il faut intensifier le feu! Encore! Pendant 7 heures, la force fait feu de toutes parts. Exemple réussi de combat interarmes. Durant l'assaut, un parachutiste du 1er RCP a été touché. Ses camarades ramènent son corps. Le caporal-chef Cédric Charenton est le 2e soldat tué dans l'enfer des Adras. Ces morts touchent profondément la brigade, mais le combat doit continuer et la détermination des soldats reste totale. Tu fais la même chose sur le propulseur. Depuis le début des combats, les sapeurs du génie fouillent sans relâche les postes de combat des rebelles. Le plein NP dessus. Donc là on vient de récupérer 6 roquettes de PG-7 sur les différents postes de combat dont on s'est emparé. Donc c'est pour ça qu'on a constitué une destruction en fourneau pour détruire toutes ces munitions pour éviter que les djihadistes puissent les récupérer par la suite. Enfin, le 3 mars, les soldats français atteignent la vallée et entrent dans le village d'Ametetai. Délai estimé pour la fin de la fouille, 30 minutes par là. De nombreuses découvertes ont alors lieu. Donc là, pour l'instant, dans les différents bâtiments, on a trouvé, dans les différents lieux de cache, etc., on a trouvé des véhicules, pas mal d'armements et bon, là, beaucoup d'explosifs, beaucoup de préparation pour les IED, etc. À la mi-journée, la jonction est établie avec les soldats tchadiens. Bon, ben, on est arrivé, hein. Des terroristes sont encore présents dans le massif de l'Adrar d'Isiforas. Mais au soir de cette journée, les soldats de Serval peuvent se dire que le donjon est tombé. Le 7 mars, c'est le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, qui se rend dans la vallée de l'Ametetai rencontrer les hommes du colonel Desmeules. Je ne suis pas sûr que nous mesurions, la France mesurerait l'ampleur des arsenaux qui étaient éparpillés, disséminés et cachés sur le territoire malien en vue de faire en sorte qu'il y ait un djihadisme international.
Malgré l'importance des efforts menés dans les Adrar, à Gao, les opérations continuent. Le village de Kadji, à 5 km de la cité, est suspecté d'abriter une forte concentration de rebelles. Problème, ce village est sur une île. La solution viendra du 31e régiment du génie et de ses plongeurs. Après une infiltration de 18 km à bord d'embarcations, les soldats français abordent l'île. Une vingtaine de suspects sont arrêtés pendant l'opération. Pour le GTIA-2, c'est maintenant le début d'une série d'opérations visant à détruire les groupes rebelles encore bien présents dans les oueds au nord-est de Gao. Nom de code, Doro. Pendant que les canons du 68e régiment d'artillerie d'Afrique, les hélicoptères du GAM et les avions de chasse écrasent les positions adverses, les soldats du GTIA-2 et de l'armée malienne vont vivre des combats d'une extrême violence. Ah les gars, restez bien au sol! Poussez-vous au sol là-haut! Dino, restez debout! Certains se terminant même à la grenade ou au pistolet, à très courte portée. Pour la brigade, le bilan de Doro est important. Plus de 150 terroristes sont mis hors de combat. 3 heures de 40, en mesure d'appuyer, parlez. Mais le 6 mars, à Inraoué, le brigadier-chef Wilfried Pingot, artilleur d'Afrique, est mortellement blessé. Il est le 3e mort de la brigade. Le soir même, en présence du général Dembélé, ses camarades lui rendent un dernier hommage avant que sa dépouille ne prenne place dans l'avion Transal, aux côtés d'un soldat malien mort lui aussi au cours de cette journée. Au nord, pendant ce temps, une partie des GTIA numéros 3 et 4 reviennent sur Thessalite. Il s'agit de remettre en condition les hommes et le matériel durement éprouvés pendant les 10 jours de combat de la bataille de la Mététaille. L'armement est nettoyé et les hommes en profitent pour effacer les marques extérieures de cette semaine sur le terrain. Les véhicules ont eux aussi souffert durant les combats. Des mécaniciens sont donc dépêchés depuis Bamako et s'affairent sur les machines de jour comme de nuit pour permettre à la brigade d'être engagée en totalité. Et enfin, chacun profite d'un court moment de détente pour tenter d'évacuer le stress accumulé, la vision des tués et l'évacuation des blessés. Particulièrement difficile d'accès avec des lignes de crête. Et quand vous arrivez sur les hauteurs, d'avoir des vues sur les hauteurs d'en face, vous pouvez avoir des tireurs. Mais l'ennemi est toujours présent dans les Adrar, en particulier dans les vallées de Terz et d'Assamalmal, vallées voisines de la Mététaille. Pour les soldats des GTIA 3 et 4, il faut de nouveau retourner dans ce désert de pierre. Les progressions sont longues et harassantes, et la chaleur devient elle aussi un ennemi. Mais les rebelles lâchent peu à peu. L'effort est porté sur les points d'eau, passage obligé des terroristes pour pouvoir se ravitailler. De très nombreuses caches d'armes sont découvertes. Et il faut avancer prudemment. Le risque, ce sont les mines et les engins explosifs improvisés, les IED. L'un d'eux explose au passage de l'AMX 10 RC du caporal Van Doren du 1er RIMA. La brigade vient de perdre son 4e soldat. Les opérations vont cependant continuer autour de l'Adrar des Iforas et particulièrement à l'est. La coopération avec les forces armées tchadiennes du général Bikimo et la brigade Serval se poursuivent quotidiennement. Des opérations coordonnées sont montées, permettant la reconnaissance de la ville d'Abéibara. Alors que dans les Adrar, la situation semble se calmer,
la boucle du Niger connaît un regain de violence. À Tombouctou, le 22 mars, l'ennemi tente de reprendre pied dans la ville. Deuxième partie, il y a les autorités. Ensuite, il y a une cuisine et la piscine. Les FAMAS sont 8, ils sont répartis sur cet axe-là, d'accord. L'ennemi est situé en coordonnées. Là encore, l'entreprise des rebelles se soldera par un échec grâce à l'intervention des Marsouins et des Gaulois du GTIA numéro 2. À Gao, 4 jours après, les rebelles sont de nouveau présents. Le 92e ERI intervient à nouveau, mais cette fois, ce sont les soldats de l'armée malienne qui sont en première ligne, la force restant en appui. Ce passage de relais concorde avec le départ des premières unités françaises qui quittent le Mali. Mais il faut terminer au plus vite la sécurisation des zones au nord-est de Gao. Au matin du 6 avril, l'opération Gustave débute. C'est une fouille minutieuse de chaque coin du désert qui débute alors. Première surprise, les soldats français trouvent un stock de 18 bombes d'aviation. Ces munitions sont immédiatement détruites. Mais cette trouvaille étonnante n'est pas la dernière. Les hommes de Serval découvrent un plot de ravitaillement en gasoil. Par la suite, c'est un groupe électrogène soigneusement camouflé qui est sorti du sol. L'ennemi, pour sa part, ne se montre plus. Il vient de perdre une part importante de sa logistique. Gustave est l'une des 50 opérations menées par la brigade, et le bilan de ces opérations est important. En effet, plus de 200 tonnes de munitions ont été découvertes et détruites. Une cinquantaine de véhicules ont été neutralisés, et plusieurs centaines de terroristes ont été tués. Serval va donc renforcer la pression qu'il exerce sur les rebelles, et des opérations sont montées dans toutes les directions. Une reconnaissance blindée est menée vers le village d'Arouane, à 250 km au nord de Tombouctou, le 2 avril. Dans les dunes, les véhicules souffrent et s'ensablent régulièrement, et le village est atteint. L'accueil des nomades marquera durablement la colonne qui a réalisé ce raid. Mais l'heure du départ approche pour la brigade Serval. Les GTIA 3 et 4 ont déjà été relevés. Des convois commencent à ramener du matériel du Nord. Commandé par le colonel Velu, le 511e régiment du train aura, durant 4 mois, assuré des liaisons en parcourant de longues distances dans les pires conditions possibles. Relevant à chaque fois les défis qui lui étaient lancés, le train a répondu présent. Et pour les soldats de la brigade, il reste une dernière mission à remplir. Il faut en effet réintégrer, nettoyer, ranger et laisser la place à la relève. Il faut maintenant préparer le transfert d'autorité au profit de l'armée malienne et reconstruire le pays. L'opération Serval s'est poursuivie jusqu'en juillet 2014, remplacée par l'opération Barkhane, dont le rayon d'action s'étend au-delà du Mali, en allant de la Mauritanie jusqu'au Tchad. Et la brigade, elle, a rempli sa mission. Durant 4 mois, les soldats de Serval se seront battus et auront souffert ensemble au Mali. Contre un adversaire fanatisé et prêt à aller jusqu'au bout,
cette brigade, ce condensé d'armée de terre, a rempli avec professionnalisme et courage toutes ses missions, allant parfois jusqu'au sacrifice ultime. Guidés par la petite victoire de Constantine, les Africains de la Troie sont restés fidèles à leurs anciens de 1944, qui sous les ordres du général de Montsabert avaient fait le chemin inverse pour libérer la France occupée. À 70 ans d'intervalle, sur les pavés des Champs-Élysées, c'est la tête haute que les hommes et les femmes de la brigade défilent. Ils ont su relever le même défi, celui de n'avoir qu'un seul but, la victoire.